On ne va pas parler du livre numérique. Ici, c'est vraiment l'édition 2.0 à laquelle on va s'intéresser. C'est-à-dire qu'on va voir comment aujourd'hui l'édition fait appel aux communautés sur le web, comment elle utilise les outils web pour créer de nouveaux contenus, comment est-ce qu'elle donne forme à des créations inédites. Est-ce que ça change le statut de l'auteur, de l'éditeur, du lecteur? Est-ce que ces mutations aussi font apparaître des acteurs nouveaux? Voilà, donc ça va être un peu différentes questions qu'on va poser aujourd'hui. Moi, j'avais envie de commencer par une première question à l'auteur, donc Thomas Cadenne. Est-ce que vous pourriez expliquer, peut-être vous l'avez fait en deux mots, mais un petit peu plus longuement, un peu l'origine et le fonctionnement de ce projet, Les Autres Gens, donc que vous supervisez et pour lequel vous mobilisez une communauté d'auteurs de bande dessinée qui publient chacun des petits feuilletons, enfin sous forme de feuilletons. C'est le même feuilleton, chacun publie un épisode différent. Voilà. Au début, ils étaient 20 et aujourd'hui, ils sont un peu plus de 100, je crois. Voilà. Et il y a plusieurs scénaristes aussi. Je supervise l'ensemble, mais on est 4 ou 5 à écrire. Et au départ, il y a eu l'envie de faire la plus vieille chose du monde, à savoir de raconter une histoire qui s'arrête tous les jours et pour laquelle on aura envie de suivre le lendemain, donc de faire du feuilleton. Et de se servir pour ça d'un support qui est aussi vieux comme le monde, de savoir le dessin. Et simplement, il y avait cette idée qu'on pouvait le faire encore mieux avec Internet parce que ça permet une diffusion particulièrement pratique et facile. Voilà. Le système économique vers lequel on s'est tourné, c'était de faire un système sur abonnement. Donc il y avait plusieurs formules qui étaient proposées, mensuelles, semestrielles et annuelles. Et ça a reçu un très bon écho au niveau des auteurs, qui pour une fois, je pense, avaient l'impression qu'on n'était pas dans le domaine de la terreur face au numérique, et de la peur et de l'inquiétude et tout ça, mais au contraire dans le domaine de la construction positive, et en plus rémunéré, même si c'était très mal rémunéré, mais c'était vraiment une question de principe. C'est donc prouver à des auteurs qu'on pouvait faire quelque chose sur le net, là où tous les autres acteurs classiques de l'édition avaient tendance à dire il n'y a pas de marché, il n'y a rien à faire, etc. Thomas, en fait, avec les technologies d'aujourd'hui, a fait quelque chose qui est propre depuis très très longtemps à la bande dessinée, qui est le feuilleton, l'histoire à suivre, avec les personnages récurrents. Et donc on est très vite retombé en fait sur quelque chose qu'on savait faire, en fait, un savoir-faire qu'on connaissait. À notre cœur, vous avez bonjour, rebonjour. Ouais, bonjour. Vous avez, c'est un petit peu différent à travers d'abord un blog, osezvoshistoiresdesexe.com, et ensuite à travers un concours avec Wheel of Words. Vous avez cherché à réunir autour de vous, à faire émerger des nouveaux talents en ouvrant finalement un espace de création à vos lecteurs pour essayer de susciter des talents. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu? Alors on a eu l'idée de cette collection Oser 20 histoires il y a quelques temps et elle a été lancée en mars 2010. Et donc c'est en fait une collection qui contient des nouvelles, donc 20 nouvelles rédigées par 20 auteurs différents autour d'une thématique sexuelle, puisque c'est notre spécialité. Voilà. Et donc quand on a eu l'idée de cette collection, on a tout de suite pensé faire appel à la fois à nos auteurs, puisqu'on publie déjà beaucoup de romans, mais aussi l'ouvrir donc via un blog à des contributions extérieures de gens n'ayant jamais publié et voilà, qui nous enverraient leurs nouvelles et qui seraient ensuite sélectionnées, etc. Et ça a très bien fonctionné. Donc évidemment pour les premiers titres, on avait plus d'auteurs maison que d'auteurs novices. Et maintenant on arrive au bout du 10e volume à une statistique qui est inversée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un tiers de nos auteurs et 2 tiers d'auteurs qui nous sont venus directement à travers le blog. L'un des gros intérêts que je tiens à souligner, c'est que ça nous a apporté beaucoup d'auteurs féminins, chose dont on pouvait manquer parce que traditionnellement c'est un genre littéraire qui est lu et écrit par des hommes. Et maintenant, on arrive aussi à plus de la moitié des auteurs de cette collection qui sont des femmes jeunes. Et c'est là d'où vient vraiment le renouveau. Donc on a rencontré les gens de Wheel of Words et on s'est mis d'accord pour constituer ensemble un recueil complet
donc autour d'une thématique qui tombait un peu sous le sens, mais voilà, autour du sexe sur Internet. On s'était dit qu'il y avait une place pour un réseau qui était destiné aux auteurs et qui leur permettrait de se faire connaître et de trouver des débouchés auprès des industries créatives, des marques et des médias. Donc voilà, d'un côté We Love Words, réseau social qui est destiné aux auteurs, et de l'autre une place de marché qui permet aux auteurs de se faire connaître, d'être édités et de sortir de la forêt en fait. On n'a pas la prétention de dire qu'on est les seuls à pouvoir dénicher les auteurs qui ont du talent, mais en tout cas on permet aux éditeurs qui nous font confiance de les aiguiller, d'être un pont, d'être un lien, d'être finalement une passerelle vers un vivier créatif qui est grandissant et finalement aux plumes assez diversifiées. On s'est rendu compte que du coup, comme on a pu le faire avec la Musardine, quand on lançait des opérations sur des formats précis, bon, en l'occurrence avec la Musardine c'était un concours de nouvelles, mais il nous arrivait de lancer des concours de chansons, et c'est rarement les paroliers qui sont rodés à l'écriture, à cette écriture-là, qui ont remporté les concours qu'on organisait, mais peut-être plus des concepteurs-rédacteurs ou des journalistes ou des slammers qui finalement arrivaient avec un œil nouveau et une fraîcheur que finalement les auteurs en question n'avaient pas. Donc sur We Love Words, on a voulu créer le bel accident qui est de faire se confronter des plumes, encore une fois, assez diversifiées. Et c'est aussi ce qu'on peut apporter aux éditeurs. Et comment arrivez-vous justement à sélectionner parmi toutes les contributions que vous pouvez recevoir, à en sélectionner un certain nombre que ensuite... comment ça se passe? Est-ce que il y a un triple filtre en fait. Ouais. On fonctionne encore un peu en mode artisanal, mais ça va changer. Le premier filtre, c'est le filtre humain, évidemment. C'est notre direction artistique qui est capable de juger que parmi les 100 textes qu'on a reçus, il y en a une quarantaine ou une trentaine qui sont des bons textes. Ensuite, on s'appuie sur les votes de la communauté, parce que dans le cadre des concours qu'on organise, il y a toujours la communauté qui est amenée à juger les contributions et à leur donner une note. Et on a réussi aussi assez facilement à recouper le vote de notre direction artistique par le vote de la communauté, ce qui n'était pas évident, parce qu'on se demandait si les lecteurs allaient être capables d'avoir un regard entre guillemets aussi pertinent que notre direction artistique. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une vraie pertinence entre leur vote et le nôtre, donc ça nous conforte dans nos choix. Et il y a un troisième filtre qui fait un peu peur en fait, mais qui est le filtre technologique. C'est notamment pour ça qu'on est au labo de l'édition aujourd'hui et qu'on est très heureux de pouvoir partager cet espace avec eux. C'est qu'on est en train de travailler sur tout ce qui touche à l'analyse sémantique, à l'ontologie. On est en train, c'est assez fou, mais on va être bientôt capable de juger si un texte est plus ou moins ironique, si un texte fait de l'humour noir, sans forcément l'avoir jugé avec son œil humain, mais grâce à, encore une fois, des outils d'analyse sémantique et des algorithmes qui nous donnent des données, des informations. Les Paresseux, c'est une petite collection de guides pratiques décomplexés, en fait un peu décalés, qui est née en 2004. Donc nous sommes nés du papier, vraiment. C'est une collection féminine qui est une collection de guides de pratique. Le blog, en lançant cette collection, on s'est rendu compte qu'on avait créé une communauté de fait. C'est-à-dire qu'on commençait à avoir des courriers de lecteurs, on se rendait compte que les gens parlaient de cette collection, etc. Et on s'est dit, puis on avait un ou deux auteurs qui avaient déjà des blogs, ils disaient, mais en fait, faire un blog de la collection, ce serait quelque chose de très sympathique. Et donc, en fait, on est parti comme ça, un petit peu en ne sachant pas exactement ce qu'on trouverait. C'était en 2008. Puis, il y a eu l'application iPhone qu'on a créée ensuite, qui a encore plus largement diffusé que le blog. Donc je dirais que ce sont pour nous plus des instruments de communication et de rassemblement. Sur les autres gens, par exemple, nous on nous a souvent demandé si on avait envisagé l'interactivité par rapport à l'écriture, puisque c'est un feuilleton. Et j'ai toujours considéré que c'était ne pas faire un cadeau au lecteur que de lui proposer d'intervenir, justement, parce qu'il me semble que le plaisir de la lecture, il est d'abord dans la surprise. Et que, à part à considérer ça comme un outil marketing basique, ça se fait au Japon dans le manga. Hein. Il y a depuis toujours, c'est-à-dire il y a des magazines où on propose est-ce qu'on garde ce personnage, ou pas. Mais ça relève de la télé-réalité, quoi. C'est-à-dire tapez 1 si vous voulez que Mathilde se casse du feuilleton ou pas. Et en fait, c'est plus la même chose. Il faut décider. Je pense que quand on fait un travail de création, d'une certaine manière, et c'est ce que le lecteur, en tout cas moi en tant que lecteur, c'est ce que j'attends, c'est qu'on l'impose. Par contre, tout ce qui est Twitter, Facebook ou le forum des autres gens, on a un échange que j'ai jamais connu auparavant sur mes autres bandes dessinées avec les lecteurs. Mais c'est très rarement, ils ont très vite compris, et c'est très rarement un échange de type
vous devriez faire ça. Voilà, ils vont se plaindre de ce qui arrive avec un personnage, par exemple, mais ils vont s'en plaindre parce qu'ils sont impliqués, pas parce qu'ils nous le reprochent. Ils vont dire là c'est horrible, tel personnage il accumule les avanies, mais en même temps on sent derrière cette remarque-là le plaisir du lecteur qui souffre pour son personnage. Et il y a bien sûr 1000 nouvelles possibilités d'échange à la fois avec les auteurs, les dessinateurs, les scénaristes, etc. et les lecteurs, mais finalement la nature du travail de chacun, etc. ne change pas fondamentalement. Votre maison a noué un partenariat il n'y a pas longtemps avec My Major Company. Le choix stratégique, il a été fait au-dessus de moi. En fait, c'est les gens qui dirigent le groupe auquel la maison Dupuis appartient, c'est le groupe Média Participation, ont fait ce choix d'associer My Major Company au pôle bande dessinée du groupe. Et on a pensé en fait que c'était peut-être une des solutions aujourd'hui qui était pour amorcer le premier, on va dire le bouche à oreille, qui était en fait de générer une communauté qui soit impliqués. Alors l'argument, là pour le coup, il y a une carotte financière, c'est-à-dire que la communauté, elle se crée en misant et en espérant un retour sur investissement. Et donc les éditeurs internautes misent, donc ils peuvent mettre une somme qui est, je ne sais plus, je crois que c'est entre 20 et 300 euros, si je ne me trompe plus, si je ne me trompe pas en fait, qui est une somme en fait dont ils vont espérer en fait un retour, c'est-à-dire que si les ventes atteignent un certain seuil, eh ben, cette somme-là leur revient, donc la somme est remboursée, puis si ça atteint le deuxième palier, eh ben, ils reçoivent une deuxième fois, donc là ils génèrent un profit sur la somme. Et donc c'est comme ça, ils ont intérêt, en ayant parié sur un projet, ils ont intérêt à le faire connaître, ils ont intérêt à faire en sorte que le projet marche. Donc là, ça a valeur de test, vraiment pour voilà. vous de tester le marché en fait, ça, du lectorat. Et voilà, c'est ça. C'est en disant au libraire, bah, voyez, il y a déjà cette communauté de lecteurs qui a souscrit complètement au projet, qui adhère et qui est prête à avancer. Est-ce qu'on n'abandonne pas un peu justement la valeur du choix? Enfin, un éditeur, c'est quelqu'un qui fait un choix à un moment donné, qui prend un risque sur un album. Après, on se dit, bah, aujourd'hui, c'est difficile, effectivement, et donc le choix, peut-être plutôt que d'attendre la sanction du marché, c'est-à-dire des méventes d'un projet, d'avoir en fait un ouvrage dont les albums vont rester dans les entrepôts, peut-être que ce risque, on peut le prendre en amont. En tant qu'éditeur de texte pur, par exemple, on n'est pas du tout dans les mêmes problématiques de financement du dessin et de l'illustration, donc en fait, il y a une différence de coût, vous voulez dire réel, donc, en fait, je pense que je pense que pour nous, c'est pas vraiment une question, en tout cas. Pas pour ces sommes-là, pas en tout cas. Moi, il me manque un petit élément, c'est des éléments chiffrés. Alors, par exemple, le nombre de visites par mois, ou je ne sais pas, sur le blog des paresseuses, le nombre d'auteurs, la communauté des auteurs de Wheel of Words, la taille de la communauté de les autres gens, le nombre de coéditeurs de la BD, voilà, pour finir en fait le tour d'horizon que vous nous présentez et qui nous permet d'avoir une idée sur la réalité du marché et de ce que vous en faites. Alors les paresseuses, c'est 50 000 visiteurs uniques par mois et l'application iPhone, c'est 170 000 téléchargements. C'est gratuit, hein, c'est une application gratuite. Pour le Chômeur et Sabel, donc on a obtenu un financement de 23 000 euros. Et j'avais 235, c'est le chiffre que j'avais, 235 voilà. Financeurs. 235 internautes financeurs. Wheel of Words, c'est 500 000 pages vues par mois, 50 000 lecteurs et 10 000 auteurs. Wheel of Words, c'est aussi 30 clients, éditeurs, médias ou marques qui nous font confiance et qui lancent des appels d'offres sur la plateforme. Et Wheel of Words, c'est 2000 livres vendus de ce premier roman de Pierre Noirclair, édité aux éditions de Flammarion. Donc déniché par Wheel of Words et présenté à Flammarion. 2000 ventes pour des ventes moyennes sur un premier roman de 500 unités. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je voulais savoir quel est le modèle économique pour Wheel of Words, d'où vous tirez les revenus du site. Pour chaque concours qui est lancé sur la plateforme, il y a au préalable un contrat qui est négocié entre l'éditeur, la maison de disques, le producteur audiovisuel et Wheel of Words. Donc ça, ce sont des montants forfaitaires en fonction du type de contenu qu'on négocie avec eux. Un exemple très concret, peut-être pas forcément, je vais peut-être forcément le chiffrer, mais quand on a fait ce livre avec Flammarion, il y avait un avaloir global qui était censé être versé à l'auteur. Cet avaloir a été un peu abondé par l'éditeur et nous en avons pris une partie en fait. Donc Wheel of Words touche une avance sur droit d'auteur et également intéressé via des royalties au succès du livre.
Ensuite, quand on s'adresse davantage aux marques et aux médias, on est dans une vente à l'acte du texte. Et encore une fois, donc derrière ces contenus-là, il n'y a pas forcément de droit d'auteur, donc on ne partage pas les droits d'auteur, mais on prend une commission sur le montant global qui est accordé à l'auteur par notre partenaire. Ça, c'est sur le côté B2B, apporteur d'affaires qui facture un montant forfaitaire et des droits d'auteur. Et sur le B2C, j'expliquais tout à l'heure qu'on vendait des outils de certification à nos auteurs. On peut aussi imaginer un modèle publicitaire à la Dailymotion ou à la YouTube, qui sont essentiellement concentrés là-dessus. On arrive quand même à faire 500 000 pages vues par mois avec 10 000 auteurs. Donc si on arrive à développer cette communauté de façon exponentielle, on peut partir du principe que les revenus publicitaires auront un sens. Mais on n'en est pas encore là, donc ce n'est pas forcément notre modèle prioritaire. Moi, je voulais juste en fait intervenir là sur ce que tu dis, parce que ça m'inquiète un peu en fait en t'écoutant. Alors peut-être que je n'ai pas tout compris, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je te disais, on est dans un monde de trop plein. Et entre autres, la difficulté des auteurs aujourd'hui, elle est de bien vivre de leur métier. Et j'ai peur du miroir aux alouettes, de trop de gens qui, parce qu'ils ont une bonne idée, pensent qu'ils sont auteurs. Et c'est pas du tout la même chose, c'est un métier, c'est du temps en fait. Et ce que j'essaye de défendre autant que possible, c'est de pouvoir trouver aujourd'hui des solutions pour que la maison d'édition soit rentable, mais que l'auteur puisse aussi vivre de son travail. Et j'ai l'impression que là, on va plutôt dans un sens où peut-être la maison d'édition Wheel of Words continue à bien vivre, mais que l'auteur va moins bien vivre. Alors, tout dépend de ce que tu as identifié, des objectifs de l'auteur, en fait. Et on s'est rendu compte que les auteurs n'écrivaient pas tous pour gagner de l'argent, en fait. C'est très important. Ils ont 4 objectifs principaux. Le premier, évidemment, c'est gagner de l'argent. Mais l'autre objectif prioritaire, c'est d'être lu et d'être conseillé. Et c'est ce qu'on leur propose évidemment sur Wheel of Words. C'est d'avoir un lectorat qui leur permet à un moment d'agréger et de commenter leurs textes et de leur permettre d'exister à travers leur création. Ça, c'est une chose très importante. Ensuite, nos auteurs sont là pour ce qu'on appelle le fun, pour s'éclater, et évidemment pour la notoriété et sortir de la forêt et être connu. Donc nous, justement, on est plutôt là dans ceci étant dit, on est plutôt là pour revaloriser les auteurs et leur permettre de monétiser leur contenu que de faire le contraire. Aujourd'hui, le contenu texte et le contenu écrit, c'est un peu le parent pauvre des contenus sur Internet. Et quand on demande, comme ça nous arrive aujourd'hui, on est sollicité par des médias qui nous disent « tu n'aurais pas un concepteur-rédacteur ou un journaliste qui pourrait nous écrire une pige gratos, ça serait sympa ». À chaque fois, on négocie pour nos auteurs le fait que ce contenu-là a un coût et que le partenaire qu'on a chez nous doit l'acheter. Ça, c'est très important. On est plutôt dans D'ailleurs, on ne facture rien à l'auteur, c'est-à-dire que l'accès à la plateforme sur Wheel of Words est gratuite. Et on permet à ces auteurs, aux meilleurs d'entre eux en tout cas, d'arriver à monétiser leur contenu, à rencontrer l'éditeur de leur rêve et arriver à vivre de la production de leur texte. Je crois qu'on peut identifier quelques points de synthèse. Ce qui est intéressant, c'est que il y a vraiment différents points de jonction entre le web et l'édition qui sont possibles, des configurations qui laissent à la fois de la place pour des grands acteurs type Édition Dupuis, type Édition Flammarion que vous aviez cité, mais pour des acteurs, Marabout aussi, Hachette, mais aussi pour des acteurs un peu plus petits, qui sont vraiment sur un créneau particulier comme la Musardine, que le numérique et l'édition ne sont pas en opposition, qu'il faut un peu sortir de ce discours qui mène pas à grand chose, et de voir que le numérique est déjà là dans le processus de création, y compris dans des ouvrages qui trouvent une traduction papier traditionnelle, si on veut. Je vous remercie, et puis je vais céder la parole à Philippe Michel qui va nous présenter une application au développement de laquelle il a participé et qui est tout à fait fascinante, qui s'appelle Bookworld. Moi, je suis là pour vous parler d'une application qu'on vient juste de lancer, qui s'appelle Bookworld. C'est une application qui est disponible sur un iPad. Donc, le point de départ du projet, c'est ce site que vous voyez là, donc, qui s'appelle lector.com. Donc, c'est à la fois un site web, c'est aussi une application iPhone. Le projet, il est assez simple. Bon, là-dessus, on n'a rien fait de bien nouveau. Il y a plein d'autres sites qui existent comme ça. Ça vient au début, il y a les sites genre The Library Things. Aux États-Unis, vous avez Goodreads. En France, il y a Babelio, Leapfly, et puis à nous également. Donc l'idée, c'est quoi en fait? L'idée, c'est de proposer à des gens qui aiment les livres, qui aiment la lecture, de pouvoir se retrouver, de pouvoir discuter, comme on dit d'une manière générale, c'est découvrir, lire et partager. Je dirais le point fort du site, c'est vraiment de donner et de mettre en avant les lecteurs. Ça veut dire que, justement, dans la discussion de tout à l'heure, il y a eu différentes questions concernant, je dirais, le recours à la technologie versus peut-être des techniques, on va dire, plus humaines.
Nous, là-dessus, on est positionné entre les deux, parce que bien évidemment, on utilise des méthodes algorithmiques pour permettre et faire de la recommandation de livres. Mais notre intuition de départ a toujours été de se dire, ce qui est intéressant, c'est de permettre à des lecteurs de rencontrer d'autres lecteurs qui peuvent être proches d'eux. Il y a un concept qui traîne beaucoup dans le monde, je dirais, de la lecture et de la lecture numérique, c'est le concept de lecture sociale. Alors, c'est bien, c'est très prometteur, il y a plein d'idées derrière. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer en 2 mots ce qu'on entend par ça ? Un lecteur social, il y a plusieurs façons de l'envisager. C'est effectivement pouvoir alors soit partager, on va dire directement des choses que je lis, et que je vais pouvoir éventuellement partager sur des réseaux sociaux type Facebook, Twitter, etc. D'autres idées, c'est peut-être d'intégrer directement dans le livre une forme de débat, de questions, des enrichissements, une discussion qui se crée. Et ça, c'était le point qui nous intéressait. C'était la question, c'était comment on arrive à combiner finalement l'action de lire, qui est souvent une action qui demande concentration, une certaine immersion dans le contenu, avec une action qui est plutôt une action sociale. Et ce qu'on voyait jusqu'à présent, c'est qu'il y avait une rupture entre les deux. Donc ça, c'est le point qui nous intéressait. Par rapport à ce côté social, ce qui peut être intéressant, c'est de considérer les livres comme des lieux. Vraiment comme des lieux physiques, géographiques, des endroits où les gens peuvent se rencontrer et partager des choses. L'idée, c'était effectivement de créer un monde dans lequel les livres vont devenir des villes et de permettre aux gens de naviguer là-dedans. Alors on était basé sur une cartographie plutôt type 2D avec des représentations isométriques des villes. Alors là, je montre d'autres éléments. Bon, donc l'idée, c'était qu'effectivement, il y allait avoir un monde des livres dans lequel on allait pouvoir naviguer avec des représentations physiques des villes telles que vous les voyez en haut à gauche de l'écran. Plutôt qu'essayer à tout prix de vouloir créer des débats dans le livre, on est plutôt parti dans une logique de dire ce qui pourrait être intéressant, c'est de permettre aux lecteurs, aux utilisateurs, d'avoir des contributions extrêmement simples, basées sur le livre, du type rajouter un personnage, du type définir un lieu, faire un extrait, un verbatim issu du livre. Donc partir sur des choses pas très difficiles à faire, mais qui petit à petit enrichissent le livre. Ce que vous voyez ici, c'est la page d'entrée dans le site. Donc effectivement, là, on présente les 3 derniers ouvrages sur lesquels il y a eu le plus de contributions. Alors, le principe, il est assez simple. Ce que vous voyez, c'est que la représentation de chaque ville, notamment les barres bleues, elles sont là pour figurer finalement des gratte-ciel. L'idée, c'est que les barres bleues, c'est la structure du livre. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va créer une ville dans Bookworld, il a la possibilité, s'il le souhaite, de se baser sur le sommaire, de reprendre la table des matières et finalement d'indiquer page par page, enfin c'est pas page par page, mais chapitre par chapitre ou section par section, selon la structure du livre, la façon dont le livre est constitué. Donc le centre de la ville, hein, qu'on appelle downtown finalement, c'est la structure même du livre. Et ensuite, ce que vous voyez autour, et c'est là, pour nous, ça devient intéressant, c'est l'ensemble des contributions qui va être faites par les gens qui vont participer à cette proposition. Donc, à terme, nous, ce qu'on envisage et ce qu'on aimerait bien, c'est que finalement, et c'était bien cette idée d'un livre qui devient une porte d'entrée, c'est que finalement, la banlieue, les faubourgs deviennent de plus en plus importants. C'est-à-dire que le livre est la porte d'entrée, et petit à petit, il y a des choses qui s'ajoutent. À la date d'aujourd'hui, la recommandation des livres, quand vous prenez Amazon par exemple, c'est une recommandation algorithmique qui est basée sur les achats faits par d'autres. Ceux qui ont acheté ça ont également acheté ça. Donc ça donne effectivement des pistes, et puis bon, il n'y a pas à dire, ça fonctionne plutôt bien. On se dit aussi que petit à petit, il y a des gens qui, enfin il y a des personnes qui aiment tellement des bouquins qu'elles seraient prêtes effectivement déjà à les créer, ensuite à en devenir un espèce de guide officiel. Il y a peut-être des choses qui vont se créer, et c'est là qu'on rejoint peut-être aussi le thème de la table ronde, c'est-à-dire qu'on part du livre et après on crée quelque chose de plus, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens suffisamment créatifs pour venir enrichir des personnages, faire des dessins sur des personnages, créer des lieux, enfin il y a plein d'événements qui peuvent s'envisager. Eh bien, je vous remercie. Merci puis donc, beaucoup, rendez-vous sur l'App Store et puis n'hésitez pas.